Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler aujourd'hui, surtout Philippe, à qui je dois, je pense, cette invitation, pour vous parler donc, du microbiote intestinal. Et on m'a demandé de vous présenter en 15 minutes fonctions et méthodes d'analyse du microbiote. Donc les fonctions, ça va être très superficiel, et puis les méthodes d'analyse peut-être un petit peu plus pour essayer de mettre les limites dans ce que vous pouvez voir dans la littérature. Donc des conflits d'intérêts, sans doute, mais pas tant que ça, en tout cas pas qui concernent cette présentation. Donc le microbiote intestinal, si vous y avez échappé dans la littérature, c'est que vous êtes très fort parce qu'il y a pléthore de publications. Et la question, bien sûr, est de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela. Alors le microbiote intestinal, c'est quoi? Il faut faire attention. Il y a encore quelques années, on considérait le microbiote intestinal comme l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans le tube digestif. À l'heure actuelle, quand on parle de microbiote intestinal, on parle essentiellement de bactéries et on met un peu à part les levures, qui pourtant en font partie, mais on parle maintenant de microbiote et on ne parle pas trop des phages et des virus, on en parle plutôt en parlant de virome. Donc, je ne vous parlerai que de bactéries dans la suite de cette présentation. Alors, ces micro-organismes, donc ces bactéries qui peuplent le tractus digestif, vont le peupler dès la cavité buccale et jusqu'au rectum. Et bien évidemment, ces bactéries vont être dépendantes de l'hôte et donc de l'environnement qu'elles vont rencontrer, qui va être très différent au niveau buccal, dans l'intestin grêle ou dans le côlon, en termes de pH, en termes d'oxygène et de substrat, puisque l'alimentation non digérée au niveau buccal va fournir des substrats bien évidemment différents de ceux qu'on va avoir dans le côlon. Au total, on compte environ 10 puissance 14 bactéries au niveau du tractus digestif, et donc ça représente un ensemble de bactéries qui est largement supérieur au nombre de cellules qu'on a dans notre organisme. Ah, j'avais dit que j'avais... Voilà. Alors, les fonctions du microbiote, en une diapositive, ça va être compliqué, mais en gros, le microbiote intestinal, c'est un écosystème complexe, beaucoup de bactéries, beaucoup d'espèces différentes, et elles vont assurer un nombre de fonctions, certes métaboliques, mais également d'autres fonctions, qui sont tout bêtement une fonction de barrière. En occupant la niche intestinale, elles vont forcément favoriser, ou en tout cas empêcher la colonisation par des bactéries pathogènes. Et effectivement, c'est ce qu'on voit quand on a des antibiothérapies qui sont des traitements au long cours, où la baisse de la proportion de bactéries au niveau intestinal favorise la colonisation par des espèces pathogènes. Elles sont extrêmement importantes dans l'immunité, dans son maintien, mais également dans la maturation du système immunitaire, et ce, dès la naissance. Elles ont une fonction importante dans la gestion des xénobiotiques, même si le foie est quand même un organe qui sait faire ça. Les bactéries le font de manière quotidienne vis-à-vis de notre alimentation. Et puis, elles sont impliquées dans la digestion et le métabolisme d'un certain nombre de substrats. Et donc, elles participent au cycle entéropathique des acides biliaires. Elles vont faire de la sérotonine. Elles font des acides aminés essentiels, des acides aminés branchés. Sans doute moins en cas de CHC, mais elles en font. Et puis, un tas de métabolites allant des indoles à un tas d'autres substrats. Et donc la diversité bactérienne, elle est essentielle parce que plus vous aurez des espèces différentes, plus le potentiel génétique de ces bactéries va permettre d'assurer des fonctions différentes. Et donc il est bien clair maintenant qu'une diminution de cette diversité peut être associée à une dysbiose. Et c'était clairement dit déjà depuis quelques années. Chacun a un microbiote spécifique, mais grosso modo, vous allez avoir des espèces bactériennes similaires. Donc ici à gauche, vous avez pour chaque ligne verticale un individu. Et vous voyez bien ici, si on représente les firmicutes, donc un phylum majoritaire, et puis en bleu des bactéroïdes, que cet individu-là n'a pas la même proportion de ces bactéries que celui qui est ici. Malgré tout, quand on regarde les fonctions génétiques portées par ces microbiotes, finalement, l'ensemble de ces fonctions, qui sont, que ce soit le métabolisme des purines, des pyrimidines ou des acides aminés, sont finalement assez identiques.
Donc globalement, on peut avoir un microbiote qui semble différent. Malgré tout, quand on regarde le microbiome, donc les gènes qui sont exprimés par ces bactéries, elles vont assurer les mêmes fonctions. Et donc, c'est quoi une biose? C'est un état d'homéostasie entre cet écosystème bactérien et son hôte qui fait qu'on ait un état d'équilibre et que tout le monde est en bonne santé. Le microbiote, mais également l'hôte. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une perturbation de cet écosystème bactérien, par exemple par des antibiotiques? Il va se modifier. Si la perturbation cesse, on va avoir une résilience du microbiote. Donc les bactéries qui sont altérées par exemple par les antibiotiques n'ont pas complètement disparu, elles vont pouvoir reproliférer après l'arrêt de ces antibiotiques. En revanche, si on a une perturbation, que ce soit des antibiotiques ou autre, qui devient récurrente, on va avoir une dysbiose qui va s'installer. Ce microbiote change, les fonctions qu'il va assurer vont changer, et là, on peut avoir un impact sur l'hôte. De la même manière, et c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf avec ce système, si l'hôte subit un certain nombre de changements, des fonctions particulières d'un organe, il peut également avoir un impact sur cet écosystème bactérien. Alors c'est bien joli, tous ces papiers, et donc je vais vous donner comment on étudie le microbiote, pourquoi actuellement ce microbiote, on en entend tellement parler. C'est parce que les méthodes d'étude ont changé et deviennent de plus en plus accessibles d'un point de vue facilité de plateforme et coût financier. Donc, cultiver des bactéries, ça n'a rien de simple, on sait en cultiver un tas, mais celles du microbiote intestinal, justement, on ne savait pas. Donc on disait, elles ne sont pas cultivables. En fait, c'est juste qu'on ne connaît pas les conditions optimales pour les cultiver, et ça vient tout doucement, puisque maintenant on sait qu'elles sont là. Et donc, les progrès qui ont été faits ces dernières années se sont basés tout bêtement sur des techniques de biologie moléculaire qui sont bien connues des phylogénistes. Et donc, en se basant sur ces techniques-là, on fait du séquençage du CESS, je vais y revenir, donc on fait du séquençage CESS, et je dirais que 90% des papiers que vous allez trouver dans les littératures se basent sur ce type de technique. Et puis, ceux qui sont un peu plus riches, parce que c'est 10 fois plus cher par échantillon, ils vont faire de la métagénomique, ils vont donc séquencer le génome complet de ces bactéries. C'est forcément beaucoup plus informatique. Et puis, ce qui devient extrêmement intéressant actuellement et qui commence à pouvoir se faire plus facilement, parce qu'il y a des plateformes et parce que ça devient plus accessible financièrement, c'est de la métabolomique. Donc là, vous regardez pas seulement les gènes, vous regardez les gènes qui sont exprimés, ce qui commence à être extrêmement pertinent. Alors juste pour revenir sur le CESS, pour ceux qui ont publié leur base de biologie moléculaire, les bactéries sont des prokaryotes, donc ça donne l'avantage de s'intéresser à la sous-unité du ribosome qui est l'unité CESS, donc spécifique de ces prokaryotes. Et en fait, ces ARN, utilisés classiquement par tous les phylogénistes, possèdent des régions qui vont de conserver à hyper variable. Et en fonction de la région que vous allez regarder, vous allez pouvoir classer vos bactéries selon le phylum, la classe, l'ordre, la famille, le genre, et si vous êtes chanceux, jusqu'à l'espèce. L'espèce, c'est les lactobacilles, les streptocoques et ce genre de choses. Et donc, ce qui se fait classiquement, c'est d'amplifier la région V3, V4, qui est, jusque-là, région au sein de laquelle vous avez du variable, du conservé, et c'est ce qui va vous permettre d'ordonner ces différents taxa quand vous allez avoir vos résultats. C'est ce qui a également permis, avec le séquençage complet, d'obtenir ce genre d'arbre phylogénique pour les bactéries, où vous voyez que dans un organisme humain, vous allez majoritairement avoir deux phyla majoritaires, les firmicutes et les bactéroidetes. Au sein de ces phyla, différentes familles, ordres et genres. Dans les bactéroides, vous allez retrouver les bactéroides et les Privotella, par exemple. Dans les firmicutes, des Clostridium, mais aussi les lactobacilles, que tout le monde connaît. Et puis des phyla sous-dominants qui sont présents en petite quantité, les actinobactéries, les protéos, les verrucomicrobia et tout un tas d'autres. Et ces phyla, finalement, augmentent en quantité. Et c'est le reflet, finalement, des techniques d'analyse qui augmentent. Alors, qu'est-ce que vous voyez majoritairement dans les papiers? Vous voyez beaucoup des analyses de séquençage par CESS. Et on vous parle pompeusement d'alpha et de bêta-diversité. Avec ça, vous êtes content. Mais ça vous dit quoi? L'alpha-diversité, elle va vous permettre de comparer l'échantillon d'un individu, d'une souris, que ce soit un homme ou une souris, quand on est dans un laboratoire. Et ça va vous permettre de dire, cet individu, il a 100 bactéries,
100 espèces différentes, 200, 500, 600. Et ça, comme je viens de vous le dire, c'est le reflet d'une capacité génétique. Et donc, ça va vous donner, au sein de chaque individu, des différences. Et là, je vous ai mis un exemple d'alpha-diversité. On a plusieurs index qui permettent de calculer cette diversité. Le Shannon, le Chao, le Simpson, vous verrez ces différents index utilisés dans les articles. Et vous voyez bien ici que ces trois groupes ont une diversité identique, c'est-à-dire qu'ils ont grosso modo la même quantité, la même diversité bactérienne. Et en revanche, dans cet échantillon, vous voyez bien qu'il y a une diminution drastique de la diversité. C'est un indicateur. Ensuite, vous allez voir la bêta-diversité. Oula, la bêta-diversité va vous donner, alors je reviens sur la diapositive d'avant, va vous permettre de comparer la composition bactérienne d'un groupe d'individus, que ce soit des patients ou des souris dans vos laboratoires. Et donc ça va vous permettre d'apprécier l'abondance de certaines bactéries, mais également leur absence ou leur présence. Et vous verrez ce genre d'analyse en composante principale. On a ici des comparaisons qui se font sur 20 000, 30 000 ou 40 000 séquences. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas faire ça par des tests classiques. Et donc, ces analyses vous permettent de voir si vos groupes d'individus, patients ou rongeurs, quand on s'intéresse à ces petites bêtes, vont être identiques ou pas. Et donc vous voyez bien sur cet exemple, alors je suis désolée, j'ai pris un exemple assez parfait, j'aurais dû prendre quelque chose de plus mitigé, où on a bien des groupes de souris, en l'occurrence, qui se regroupent entre elles. Et en fait, pour ceux que ça intéresserait, ce sont des souris contrôle ou des souris alcoolisées, certaines ne développant pas de pathologie alcoolique et d'autres le faisant. Donc on a vraiment ici un microbiote qui est globalement différent. Ensuite, le genre de choses que vous allez pouvoir observer, ce sont ces cladogrammes. Et en fait, ils sont le reflet d'une analyse poussée de ce que vous voyez sur cette analyse en composante principale. Et il a l'avantage, cette représentation a l'avantage de vous donner l'idée de la phylogénie qu'il y a entre les différents résultats. Donc ici au centre, vous avez les phyla qui sont représentés, et plus vous allez vers l'extérieur du cercle, et plus vous allez vers le genre bactérien. Et donc, dans ce groupe, vous voyez bien que les actinobactéries sont touchées et qu'en fait, on retrouve les différences à chaque niveau des taxa, ce qui augmente la pertinence du résultat. Et donc, comme il y a beaucoup de cliniciens dans la salle, vous êtes assez férus pour ce genre d'analyse, mais c'est vrai que le biologiste de base qu'on trouve dans un laboratoire un peu moins, et souvent on fait des statistiques en comparant le petit p. Seulement quand on compare des données avec autant de variables, il faut faire attention dans les articles à ce que les gens utilisent bien une correction FDR ou Bonferroni, sinon là encore on a une pertinence qui va être moins importante. Vous voyez qu'ici, sur le 16S, on arrive globalement jusqu'à l'espèce bactérienne, jamais à peine à l'espèce bactérienne, on arrive au genre bactérien et encore moins jusqu'à la souche. Néanmoins, on peut faire des analyses prédictives, c'est-à-dire on se dit, tiens, ça semble que c'est un lactobacillus, machin chose. Que porte comme gène cette bactérie? Et donc, en allant dans les bases de données, on peut, de manière prédictive, analyser les gènes qui vont être portés par le microbiote que vous allez analyser. En revanche, comme on est déjà dans la prédiction de l'espèce, on est là encore dans une prédiction des gènes. Donc, c'est très informatif, mais ce n'est pas une preuve totale. Cette preuve, vous l'aurez si vous faites du whole génome, donc le séquençage total de toutes les bactéries et donc de tous leurs gènes bactériens. Et là, vous avez vraiment un reflet du potentiel génétique de votre écosystème bactérien. Et c'est le genre de papier qu'on peut observer. Donc là, c'était un papier en 2012 où il regardait dans une population de patients diabétiques ou non diabétiques. Et il voyait bien que le microbiote intestinal avait des voies pour le groupe diabétique et non diabétique, des voies bactériennes qui étaient différentes. Et ça peut mettre sur la piste de l'impact de ce microbiote sur l'hôte.
Et puis, la technique actuellement, on sollicite beaucoup cette technique et c'est vrai qu'elle a un intérêt énorme, c'est de regarder les métabolismes directement produits par l'écosystème bactérien. Alors là encore, un petit biais, on regarde si c'est au niveau des fesses, les métabolites produits, ils ne sont pas totalement le fruit des bactéries, puisqu'il y a aussi l'hôte qui va produire des métabolites, et donc il faut en tenir compte. Et là, on a une observance de ce qui est réellement fabriqué, en tout cas transformé par le microbiote, et ça permet également de dégager des voies métaboliques qui, elles, sont fonctionnelles. Les outils, il faut que je me dépêche un petit peu, qui sont utilisés pour... Donc, quand vous en êtes à ce stade, vous avez des différences entre vos patients, entre vos groupes de souris. So what? Comment prouver que ce microbiote intestinal a vraiment un rôle dans la pathologie, que ce soit un cofacteur favorisant ou aggravant, ou qu'il ait réellement un rôle causal à lui tout seul, ce qui, à mon avis, sera rarement le cas. Eh bien, ce qui va vous permettre de comprendre, en tout cas de statuer sur ce fait, c'est d'utiliser des souris, alors beaucoup des souris axéniques, des souris sans germes, germ-free mice, qui sont absolument stériles. Vous allez transplanter le microbiote de votre patient malade et vous allez essayer de reproduire la pathologie chez ces souris. Si vous y arrivez, c'est qu'au moins en partie, le microbiote intestinal est impliqué. Bien évidemment, il faut faire attention parce que ces souris ont un problème de maturation du mucus, donc qui peut altérer, finalement, introduire un biais dans vos expériences. Et puis également, si vous transplantez un microbiote humain, toutes les bactéries ne vont pas s'implanter. Il y a une spécificité d'espèce, donc entre humains et souris, qui va faire que certaines bactéries ne pourront pas se nicher dans le système digestif de la souris. Et donc actuellement, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent plutôt sur des souris conventionnelles, chez qui on aura diminué la charge bactérienne au niveau intestinal, que ce soit par des antibiotiques ou par un lavage au polyéthylène glycol. Et c'est le type de lavage qui est fait pour effectuer des coloscopies. Donc c'est plusieurs lavages PEC, puis ensuite une transplantation par un microbiote exogène. Dans les deux cas, on arrive à diminuer de 90% le nombre de bactéries au niveau intestinal. Et on peut se placer finalement dans des conditions qui sont plus celles qu'on va rencontrer chez un patient. C'est-à-dire qu'un patient, il n'arrivera pas tout stérile. Il aura son propre microbiote, défaillant ou pas. Et si on veut modifier ce microbiote intestinal, il faudra le faire sur ce microbiote existant. On a forcément des résultats qui sont moins clear-cut en termes de biologie chez la souris, mais ils sont peut-être plus relevants en termes de faire de la translation à d'éventuelles interventions chez l'homme. Et donc, je n'ai pas vraiment présenté de résultats de l'équipe. Je tiens à profiter de cette opportunité pour remercier tous les gens avec qui je travaille et tous ceux avec qui je collabore. Je vous remercie de votre attention.